Cette vidéo porte sur l'utilisation des éléments finis en résistance des matériaux. Alors, d'une manière générale, on utilisera des logiciels qui feront les calculs à notre place. Cette petite parenthèse de cours va nous permettre de voir sur un exemple très simple, un exemple de poutre en traction, comment faire pour utiliser la méthode des éléments finis à la main, et surtout quelles conséquences on va pouvoir en tirer quand on utilisera un logiciel d'éléments finis, afin de ne pas aller tirer des conclusions hâtives au niveau des résultats. Allez, on va commencer. Donc on va modéliser une poutre ici de longueur L, de section S, avec un module de Young noté grand O. Pour rappel, le module de Young, c'est la rigidité du matériau. Cette poutre est encastrée à une extrémité et soumise à de la traction. J'ai un effort F ici que je vais laisser inconnu. Ce que j'aimerais, c'est trouver la contrainte qu'il y a dans la poutre et le déplacement. Alors, pour aller assez rapidement, je vais vous faire ici le rappel des résultats de poutres en traction en résistance des matériaux avec la méthode classique. La méthode classique vous dit que la contrainte est égale à la force divisée par la surface tirée de la poutre. D'autre part, en résistance des matériaux, grâce à la loi de Hooke, on avait dit que le déplacement dl, c'est-à-dire l'allongement ici dl de la poutre, c'est-à-dire le déplacement de ce point-là à cet endroit-là, est égal à la force multipliée par la longueur divisée par le module de Young fois la section. Ça, c'est les résultats de la résistance des matériaux d'une poutre en traction à la main. Maintenant, on va voir comment procède la méthode des éléments finis pour résoudre exactement le même problème. Quand j'utilise donc un logiciel qui fait une résolution par les éléments finis, il n'utilise pas directement ces formules-là, il va les utiliser en fait indirectement. Ce qu'il va commencer par faire, c'est une discrétisation du problème, c'est-à-dire ce qu'il appelle un maillage. On va modéliser la poutre ci-dessus par un élément poutre, comme ceci. Cet élément a à ses deux extrémités deux nœuds, un nœud à l'encastrement, un nœud à l'effort. Je pourrais aussi faire une discrétisation avec 3 poutres, 4 poutres, 5 poutres qui modélisent le problème. Je vais commencer par l'exemple le plus simple, une seule poutre qui modélise ma poutre en traction. Ici, j'ai un premier nœud que je vais noter 1, ici un deuxième nœud que je vais noter 2. Ces nœuds ont tous deux des déplacements. Je vais dire que ce nœud-là peut se déplacer selon l'axe X de la valeur X1, et ce nœud 2 peut se déplacer lui aussi selon l'axe X de la valeur X2. Sur chacun des nœuds, je peux aussi retrouver les efforts qui vont pouvoir s'appliquer. Ici, un effort qu'il y aura sur le nœud 2. Ici, un effort, par exemple, qu'il y aura sur le nœud 1. Pour l'instant, je laisse ces efforts comme des inconnus. Ensuite, ce que va faire la méthode des éléments finis, va commencer à essayer d'évaluer les valeurs des déplacements. On va dire, par exemple, que le déplacement du nœud 2, x2, c'est-à-dire s'il va vers la droite ici, est égal au déplacement du nœud 1. Pourquoi? Si jamais la poutre se translate de manière rigide, effectivement, la valeur du déplacement 2 est égale à la valeur du déplacement 1, plus une élongation, c'est-à-dire plus l'allongement de la poutre entre 1 et 2. Cet allongement, on va l'utiliser directement à partir de la formule de résistance des matériaux. dl est égal à la force, et bien la force qu'il y a en 2, multipliée par la longueur, divisée par E, fois S. Ensuite, la méthode des éléments finis va procéder en mettant les déplacements du même côté de l'égalité et les efforts du même côté de l'égalité. Ça veut dire que ce que j'ai fait, j'écris x2 moins x1 est égal à la force en 2, multiplié par L sur ES, et le L sur ES, je le mets du côté des déplacements. Ça fait donc ES sur L, multiplié par x2 moins x1, est égal à F2. On peut procéder exactement de la même manière en exprimant le déplacement de x1. Le déplacement de x1 est égal au déplacement de x2 plus l'allongement de la poutre. Attention, cette fois l'allongement de la poutre sera en fonction de l'effort qui est appliqué au nœud numéro 1. Donc, de la même manière, je peux exprimer l'équation du déplacement de x1 en fonction de x2 et de l'effort F1. Ensuite, ce que je vais faire, ces équations-là, je vais les réécrire sous forme matricielle. Par exemple, ici, ES sur L, je mets en facteur. Je mets ici une matrice 2 colonnes, une ligne. Et ici, une matrice
2 lignes, une colonne. Dans cette matrice-là, je marquerai les déplacements x1 et x2. Donc ES fois L, le tout multiplié par moins x1, plus ES fois L sur L, le tout multiplié par une fois x2. C'est bien cette valeur-là. Alors je peux réécrire mon déplacement ici de x1 de la même manière. Ça me fait donc ES sur L qui est égal à 1 moins 1, x1, x2, et ça c'est égal à f1. Alors ce que l'on va faire, on va assembler ces deux équations dans un seul et même système. Donc ES sur L, il est en facteur commun. Je vais pouvoir exprimer une grosse matrice en fonction de x1, x2, une matrice de lignes, de colonnes, donc une matrice de 2. Et ça va être égal à, mettons par exemple l'effort 1 en premier et l'effort 2 en deuxième. Donc la première ligne ici, ça va être la première ligne liée à cette équation-là. Donc ici 1, moins 1. La deuxième ligne F2, ici, moins 1 et 1. Ça y est, j'ai écrit mon système sous la forme des éléments finis. Ça, c'est ce que l'on appelle la matrice de rigidité. Ça, c'est ce qu'on appelle les conditions aux limites en déplacement. Et ça, c'est ce que l'on appelle les conditions aux limites en effort. Les données du problème vont être renseignées dans ces conditions aux limites-là. Et la matrice de rigidité dépend de la géométrie, du type de sollicitation que l'on a dans notre système. Une fois que le système a été écrit sous forme matricielle, c'est-à-dire que j'ai fait la discrétisation, le maillage avec les éléments finis dans mon logiciel. Première étape, j'ai fait le maillage, donc en fait tout ce que je viens de faire à la main, le logiciel le fait automatiquement. Ensuite, il va falloir renseigner des choses. Effectivement, le maillage, c'est juste les opérations qu'on vient de faire. Il faut renseigner le fait qu'on ait un encastrement ici et un effort ici. Donc si je regarde au nœud numéro 1, c'est-à-dire à cet endroit-là, j'ai un encastrement, donc j'ai un déplacement qui est nul, x1 qui est égal à 0. Il y aura un effort de réaction aux appuis que je ne connais pas, qui s'appelle F1, qui restera inconnu. Par contre, à cette extrémité, j'applique un effort F qui est censé être connu. Bon, là, je laisse F, mais bien sûr, il faudrait mettre une valeur. Donc F2 sera égal à F. Mais le déplacement en ce nœud numéro 2, c'est-à-dire X2, lui, est une inconnue que l'on va pouvoir déterminer. Donc on va faire la réécriture de ce système-là en remplaçant les conditions aux limites en déplacement et les conditions aux limites en effort par ce que l'on connaît. Donc les conditions aux limites en déplacement, on dit que X est égal à 0. Les conditions aux limites en effort, on met que F2 est égal à grand F, et on laisse comme inconnu X2 et F1. On n'aura plus qu'à opérer cette résolution matricielle pour déterminer l'effort de réaction aux appuis, ainsi que le déplacement au point 2. Voilà, ça, le logiciel, la résolution de ce système-là, il le fait automatiquement dès qu'on dit exécuter le calcul. C'est la première chose qu'il va faire, donc ça va être évaluer les efforts aux appuis, ainsi que les déplacements. Ça, c'est le résultat brut issu de la théorie des éléments finis, la résolution de cette matrice-là. Alors, quelque chose d'intéressant à regarder, c'est que le logiciel est quand même capable de produire des calculs si je ne charge pas le système. Si par exemple je mets un effort F qui est égal à 0, il n'y a pas de souci, ça peut effectuer un calcul. Par contre, si je n'impose pas un déplacement nul ou qu'il y a une valeur, je ne pourrai pas résoudre le système. Conséquence très importante, en éléments finis, il faut que les éléments soient complètement arrêtés en termes de déplacement pour pouvoir commencer la résolution. Effectivement, sinon il y aura trop d'inconnus pour pouvoir résoudre mon système. Donc ici, l'application telle quelle de la théorie des éléments finis vient déjà de me donner le déplacement, ainsi que l'effort aux appuis que je ne cherchais pas particulièrement dans mon problème. Par contre, je n'ai toujours pas la contrainte. Comment est-ce que je vais faire? Sans procéder bien sûr par la RDM. La théorie des éléments finis va regarder à l'intérieur de ma poutre et grâce à l'évaluation des déplacements, va être capable de me donner l'expression du déplacement en tout point le long de ma poutre, en tout point x. Donc ce que va faire la théorie des éléments finis, elle va interpoler avec une fonction de forme le déplacement le long de la poutre. Il veut dire que le déplacement x le long de la poutre est égal à une fonction affine
c'est-à-dire A multiplié par l'abscisse, je vais la noter par exemple petit l, plus B. L'abscisse ici, je la note petit l, c'est l'axe petit l, donc ici en fait j'aurai une cote, si vous voulez, L de tout point de la poutre pour lequel je vais écrire mon déplacement ici, x. Je sais que pour L est égal à 0, x est égal à x1, et pour L qui est égal à grand L, eh bien la valeur de x est égale à x2. x1, moi je l'ai marqué ici dans les conditions limites, c'est égal à 0, et x2, eh bien je l'aurai évalué grâce à la méthode des éléments finis vue précédemment. Ça me donne donc comme équation de la déformée, l'allongement en tout point de la poutre est égal à l'allongement au point 2 divisé par la longueur de la poutre multiplié par la longueur de l'abscisse pour laquelle je souhaite exprimer ce déplacement-là. Alors, une fois que j'ai écrit ce déplacement-là, moi ce que je cherche à calculer, c'est par exemple la déformation. La déformation, en RDM, on l'avait noté epsilon. Et la déformation, c'était égal à la dérivée du déplacement sur l'abscisse. C'est grosso modo la pente ici de la fonction affine. C'est-à-dire que ma déformation, c'est égal à x2 sur L. Effectivement, hein, si je dérive la fonction ici x par rapport à dl, dl c'est mon abscisse, et bien voilà donc la fonction de ma déformation. Ensuite, une fois que j'ai la déformation, on ne s'arrêtait pas là, on appliquait la loi de Hooke. La loi de Hooke était égale à sigma est égal à module de Young multiplié par la déformation. La déformation, je l'ai, x2 sur L. Je trouve donc la contrainte dans la poutre qui est égale au module de Young multiplié par le déplacement du point 2 divisé par L. Ça y est, j'ai trouvé la contrainte. Et chose extraordinaire avec la théorie des éléments finis, c'est que pour déterminer la contrainte, j'ai besoin de connaître le module de Young, c'est-à-dire la rigidité du matériau. Alors que classiquement, en RDM, si on se souvient ce qu'on avait marqué ici au début, eh bien j'avais juste besoin de l'effort divisé par la surface. Pourquoi ceci? Parce que la théorie des éléments finis commence par déterminer les déplacements. Et comme cette théorie commence par déterminer les déplacements, elle a besoin ensuite de la rigidité du matériau pour remonter à la contrainte. C'est pour ça qu'on ne peut pas lancer un calcul aux éléments finis sur un logiciel, même si on ne veut évaluer que les contraintes, sans renseigner au préalable le matériau. Alors bien sûr, ici j'ai fait une modélisation avec un seul élément poutre, mais rien m'empêche de faire une modélisation avec plusieurs éléments poutres. J'ai nommé les nœuds ici 1, 2, 3 et 4. Eh bien, ici, c'est un assemblage de 3 poutres. Donc, je vais écrire 3 fois mon système matriciel. Et simplement, au nœud 2, eh bien, le nœud 2 appartiendra à la fois à la première poutre et à la fois à la deuxième poutre. Donc, je vais faire apparaître des inconnus en termes de déplacement supplémentaire. x2, f2, x3 et f3 aussi, des efforts et des déplacements en termes d'inconnus. Mais ces inconnus-là, eh bien, comme elles vont se retrouver à chaque fois sur le système de chaque poutre, je vais pouvoir les réduire. En fait, on va pouvoir écrire un assemblage de systèmes matriciels. Ici, je vous ai opéré, pour la petite histoire, l'assemblage du système matriciel de mes 3 poutres. Donc ES divisé par la longueur, attention, c'est la longueur de chaque élément poutre, donc la grande longueur de la poutre divisée par 3, comme j'en ai 3. Ici, je retrouve la première poutre entre le nœud 1 et le nœud 2, donc avec son déplacement x1 et x2. En violet, j'ai remplacé les conditions limitant déplacement tout de suite. J'ai marqué que x1 était égal à 0, entre l'effort 1 et l'effort 2. Ensuite, entre 2 et 3, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai la petite matrice ici violette. Attention, entre 2 et 3, du coup, j'aurai moins f2 et l'effort f3. Donc f2 moins f2, eh bien sûr, ça va venir directement se simplifier et être égal à 0. Au niveau de ma troisième poutre, ici entre 3 et 4, c'est ce que j'ai marqué ici en noir, j'ai ma matrice de rigidité. Donc en 3, j'aurai l'effort moins F3, donc qui va se simplifier avec celui de tout à l'heure.
Et en 4, eh bien, j'ai l'effort F4 que j'ai remplacé tout de suite par l'effort F, ici, extérieur. Tous les autres termes de la matrice sont nuls. Donc le fait d'avoir multiplié par 3 le nombre d'éléments, eh bien, a agrandi la taille de ma matrice et va donc avoir un impact en termes de temps de calcul sur mon logiciel qui est élevé. On peut donc se poser la question, est-ce intéressant de mettre 3 poutres ici pour modéliser un problème aussi simple qu'une poutre tirée? Eh bien non, car ça aura un impact lourd en termes de temps de calcul et au niveau des résultats, je serai aussi précis avec un seul élément poutre qu'avec 3 éléments poutres. Donc c'est une question qui va tout le temps falloir se poser en éléments finis. Bien sûr, plus vous aurez d'éléments, plus vous aurez des résultats qui sont précis. Mais à partir d'un certain point ou dans certaines zones, eh bien, vous ne serez pas plus précis avec beaucoup d'éléments qu'avec peu d'éléments. Malheureusement, beaucoup d'éléments auront un impact élevé en termes de temps de calcul. Voilà, cette vidéo de cours sur les apports théoriques des éléments finis est terminée. On avait vu ensemble qu'un logiciel commençait par une discrétisation et ensuite évaluer les déplacements et les efforts. Une fois qu'il avait évalué ses déplacements et ses efforts, il était capable d'exprimer la déformation à l'intérieur d'un élément grâce à une fonction qui allait interpoler les déplacements entre les deux nœuds. Donc les résultats sortent au nœud et ensuite c'est une interpolation qui est faite. En fait, on vient lisser ce qui se passe à l'intérieur du nœud et grâce à ça, on est capable de trouver la déformation. De la déformation, on remonte à la contrainte grâce au matériau. Ça veut donc dire que le logiciel nous donne des résultats au niveau des nœuds et ensuite nous donne un seul résultat de contrainte à l'intérieur de l'élément. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez compris un minimum ces quelques apports théoriques.